Human First, au cœur de l'humain. Isabelle Barthes est là. Elle arrive. Elle est là. Elle va nous rejoindre dans quelques instants. Si on peut s'arranger pour que les speakers soient au rendez-vous pour pouvoir enchaîner. Alors, le thème qui arrive est assez gonflé, puisqu'on va vous parler de kakistocratie. Alors, sauf si vous avez vu le book de la journée, qui sait ce qu'est la kakistocratie parmi vous? Personne? C'est le pouvoir des mauvais dans l'entreprise. Le pouvoir des mauvais dans l'entreprise, Isabelle Barthes, professeure en management de l'Université de Strasbourg, va nous en parler dans quelques instants. Voilà, elle arrive. Elle est là, formidable. Bienvenue à vous, madame. Human First, au cœur de l'humain. Problème de micro. Ah, voilà. Résolu, a priori. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, ravi de vous recevoir. Je commençais à leur parler de kakistocratie, l'art des mauvais. Alors, ça me fait penser à une discussion que j'avais ce week-end avec ma fille, qui vient d'entrer dans une entreprise. Et elle me dit, mais mon chef, il est naze. Alors j'ai dit, mais Louise, c'est ton chef. Et s'il est chef, c'est qu'il y a un truc quand même. Vous avez travaillé plus de 3 années sur ce sujet des mauvais dans l'entreprise, sur ces organisations dirigées par des incompétents, et vous en avez fait un ouvrage que vous dédicacerez ensuite, la kakistocratie ou le pouvoir des pires. Vous avez été directrice générale de l'école de management de Strasbourg, où vous enseignez toujours, directrice de recherche à l'INSEC et directrice de l'INSEC Business School. Alors c'est un biais intéressant, et je crois qu'il fait recette parce que vous avez près de 100 000 followers aujourd'hui qui échangent avec vous au quotidien, plus vous, j'espère. Donc on va explorer ce monde de l'incompétence pendant 18 minutes avec vous. Merci d'être là et on vous écoute. Bien, merci de cette invitation. Bonjour à tous et à toutes. Comme disait Rebecca, beaucoup de femmes. Donc je vais parler dans quelques minutes de la question de l'incompétence. L'incompétence, c'est souvent un gros mot dans l'entreprise, dans le monde du travail, mais elle est partout. Et je vais essayer d'imaginer avec vous si, décidément... Alors, excusez-moi. Bon, normalement... Ah, voilà. Si c'est une condamnation ou un atout. Si je fais un rapide sondage, qui pense que c'est plutôt une condamnation, l'incompétence? Et qui pense que ça peut être un atout? Bon, on verra à la fin de ma petite conférence si les choses ont évolué. Alors, je disais, c'est partout, l'incompétence. C'est ce qu'on appelle une obsession managériale. Vous êtes RH, on rêve d'un monde, une entreprise, une organisation. Moi, j'ai beaucoup managé où tout le monde serait compétent. Et en même temps, ce qui est très étonnant, c'est que c'est un impensé. J'ai en effet enquêté pendant 3 ans pour écrire mon bouquin. Je continue pratiquement tous les jours sur LinkedIn, entre autres, à avoir des témoignages sur mes blogs, etc. On n'a pas d'article académique qui travaille sur l'incompétence. Quand on regarde ce que c'est que l'incompétence, on la travaille comme le contraire de la compétence. Donc on ne veut pas de l'incompétence et on veut de la compétence. Donc c'est une définition qui est en creux. Et c'est vrai qu'on la retrouve quand je cherche la définition de l'incompétence. Il y a un problème de connexion, je ne sais pas, avec l'ordinateur. On va voir que c'est en creux, c'est-à-dire que c'est la difficulté à accomplir une tâche, un manque de connaissances ou d'habileté attendue pour faire quelque chose. Vous êtes tous des professionnels de la RH, vous savez donc que l'incompétence, comme la compétence, ne sont que contextuelles. On peut être très compétent à un moment donné dans une entreprise donnée pour des missions données, et la même personne peut être complètement incompétente dans un autre contexte. La compétence comme l'incompétence ne s'évalue qu'en action. Ça, c'est très important à se rappeler.
Si je fais un nuage, et si je vous demandais, comme on fait quelquefois des mots-clés qui rejoignent ce qu'on va appeler un nuage sémantique de l'incompétence, j'ai ça en général, mauvais, cancre, incapable, bête. Dans l'imaginaire collectif, en général, l'incompétence est considérée comme une condamnation. Et un des éléments clés, c'est la question du cancre. Vous avez tous été à l'école, vous ne l'avez peut-être pas été vous, mais il y en a eu dans votre classe, on l'a tous connu, l'élève, alors un garçon, une fille, s'il vous plaît, la diapo d'avant, je ne sais pas qui tourne les diapos, qui a des incompétences, qui est au fond de la classe, et en fait, le problème, et on va le voir que c'est l'essence du problème, il ou elle est condamné à être le cancre. Il est peut-être simplement, et vous avez sûrement des enfants, en déphasage avec la façon dont il apprend, la lecture, le calcul, etc., pour plein de raisons. On parle beaucoup maintenant de neurodiversité, mais en fait, on l'assimile à ses incompétences, à ses difficultés d'apprentissage, et il est donc condamné à être un cancre. Si je continue, ça provoque de la souffrance, de l'isolement, de l'angoisse, de l'autocensure. Être un cancre à l'école, c'est possiblement et très souvent devenir quelqu'un qui se sent incapable d'évoluer, qui se sent condamné, souvent orienté vers des non-études, et puis après ça se retrouve dans le monde de l'entreprise avec tous les problèmes d'autocensure qu'on peut trouver. Ça provoque aussi dans l'univers collectif une destruction de valeurs. Ben oui, on ne fait pas le travail comme il faudrait, donc la performance n'est pas au rendez-vous. Cette souffrance rend le climat délétère. Il faut refaire les choses, donc ça bouffe de l'énergie, ça fait perdre du temps. Donc si je continue, comment agir face à l'incompétence? C'est un petit peu ça que je voulais, parce que chaque fois que je parle d'incompétence, on me dit mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors je vais essayer d'étudier très vite 4 petits scénarios. 1, je suis incompétent. 2, je suis dirigé par des incompétents. 3, je manage des incompétents. Et je suis entouré d'incompétents. Alors, premier scénario, je suis incompétent. 2, alors je ne suis pas pour l'écriture inclusive, mais c'est vrai que je trouve que je ne veux pas statistiquement stigmatiser les hommes. Et globalement, pourtant, on sait que le rapport de l'homme à la compétence n'est pas le même que la femme, j'y reviendrai. Alors, la première chose, je suis incompétent, c'est poser un diagnostic. Est-ce que c'est « je me sens incompétent », alors je me sens jugée, j'ai des remarques, j'arrive pas à terminer dans les temps, je vois bien que mes livrables ne sont pas à la hauteur, que mes clients ne sont pas contents, ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui est objectivé? Et objectivé, c'est plutôt, donc, la diapo suivante, j'ai des remarques, mes clients sont vraiment mécontents, les délais sont dépassés, les livrables sont en dessous des attentes. Et vous voyez bien qu'entre le carré bleu et le carré violet, il peut y avoir une marge énorme. Et plus on se sent mal, plus on est dans le carré bleu. Et il faut absolument pouvoir objectiver les situations. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, quelles sont les causes? Alors là aussi, il y a des causes qui sont perçues, ressenties. Je débute, j'ai peur, j'ai pas le poste qui correspond à mes attentes, je ne maîtrise pas, j'ai pas le temps. Et puis il y a des causes qui sont beaucoup plus objectivables, qu'on peut retrouver donc, et c'est là où joue le rôle du RH. Ben, il y a peut-être eu un mauvais recrutement, il y a peut-être un manque de formation, les objectifs sont peut-être irréalistes, les délais aussi, etc. Et c'est cette confrontation qui est extrêmement importante pour poser un diagnostic d'incompétence. Alors, pour en sortir, je reprends le petit carré classique, je veux, je peux. Et c'est vrai qu'on dit toujours qu'on veut, on peut. Non, il y a des fois qu'on veut, on ne peut pas. Donc, si je prends le premier cadran, je veux être compétent, je veux acquérir de la compétence, et en fait, je veux être plus performant, et je peux le faire. J'ai la compétence, et pourtant, je me sens incompétent. Donc là, il faut vraiment engager le dialogue avec le manager, avec la RH, pour comprendre pourquoi on a de sentiments, alors qu'en fait, tout est là pour avancer. Donc ce diagnostic dont je parlais. Deuxième possibilité, c'est le deuxième cadran, c'est le problème d'adéquation. Je voudrais être compétent, mais j'y arrive pas.
Donc, il y a un problème de formation, il faut revoir les missions, il faut changer de poste, il faut revoir les objectifs, être plus accompagné. Donc là, il y a des choses très concrètes à mettre en place. Troisième cadran, les problèmes d'alignement. Je sais faire, je suis compétent, mais je ne veux pas. On m'a demandé de vendre des produits, mais mon éthique, mes valeurs m'interdisent de le faire à cette catégorie de la population. Je n'ai pas de conciliation vie privée dans cette entreprise. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre, est-ce que je suis bien à ma place dans cette organisation? Et il faut peut-être changer. Les valeurs de l'organisation ne changeront peut-être pas facilement. Les miennes vont rester. Donc il y a peut-être un moment où il va falloir se quitter. Et puis le cadran de l'exit, je ne suis pas du tout compétent, en fait je n'ai pas du tout envie d'être là, il y a des mésententes complètes, il n'y a pas de possibilité de remise en cause, là il vaut mieux évacuer. D'accord? Donc 4 possibilités, bien sûr très simplifiées, hein, dans la réalité les cadres sont beaucoup plus flous, qui permettent de sortir de ces zones d'incompétence et de ce ressenti d'incompétence. Les objectifs, c'est ne pas sombrer dans « je ne suis qu'un incompétent », avec la stigmatisation dont je parlais, trouver sa place et sa légitimité dans un collectif, parce que la perte de confiance en soi, c'est un cercle complètement délétère. Je perds confiance en moi, donc je réussis moins. Comme je réussis moins, je perds confiance en moi, les autres ont moins confiance en moi, j'ai moins confiance dans les autres, et on est sur quelque chose qui est complètement un cercle complètement délétère. Il faut retrouver un cercle vertueux de la confiance. Et puis, contribuer, bien sûr, à la performance globale de l'organisation, performance économique, bien sûr, et performance sociale. Au bout de la journée, c'est quand même ça sur lequel vous êtes attendu. Le collectif est attendu. Deuxième scénario, je suis managé par des incompétents. Alors, c'est là où on trouve le scénario kakistocratie, qui est dans mon livre, et où j'ai fait une enquête, en effet, de plusieurs années, avec énormément de témoignages. Ça veut dire la direction, le mot kratos, hein, cratie, démocratie, aristocratie, par les pires. Et dans le monde du travail, donc par les incompétents. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des organisations où l'incompétence règne. Alors, j'ai énormément de témoignages dans mon bouquin, je vous mets ça. Mon patron est un gros incompétent en place depuis 30 ans, marié depuis 31 ans à la propriétaire de l'entreprise, à prendre ou à laisser. L'incompétence règne, là pour des raisons qui sont de vie privée mélangées à la vie professionnelle, mais elle est partout. Elle n'est pas forcément que dans l'administration, on la trouve absolument dans toutes les organisations. Alors, donc, si je suis managée par un incompétent, là aussi, posez le diagnostic. Très souvent, il y a des gens qui me disent ça. Mais en réalité, c'est plutôt, il ne fait pas comme je voudrais qu'il fasse, il ne m'aime pas, il est nouveau, sa tête ne me revient pas. Ça ne veut pas du tout dire qu'il est incompétent. Et là, il faut passer là aussi à quelque chose de beaucoup plus objectivable. Et je propose des critères de kakistocratie. Par exemple, des entreprises où on est sur le camouflage, le CIA, cover your ass, hein, protégez vos arrières. Des entreprises où il y a plein de pertes de temps, de dysfonctionnement, où on peut mettre en avant des coûts cachés, où il y a beaucoup d'absentéisme, où le climat est délétère. Il y a énormément le budget formation, enfin, etc. Il y a plein de critères qu'on peut retrouver et qui montrent qu'en effet, dans cette organisation, l'incompétence n'est pas un inconvénient, elle peut même avoir de la valeur. Les causes, vous connaissez tous, c'est grand classique, le principe de Peter, qui dit que dans sa carrière, au bout d'un moment, on arrive à son seuil d'incompétence. Ça existe, c'est loin d'être la seule. La deuxième cause qu'on peut trouver, et que j'ai souvent vue, c'est le syndrome de Dilbert. Donc Dilbert, c'est un humoriste, Scott Adams, qui dit, en fait, quand une personne est incompétente, on lui propose d'être manager parce qu'elle fera moins de dégâts. Juste, c'est le contraire de ce que j'ai pu observer. L'incompétence managériale, c'est la pire. Bien pire que l'incompétence technique ou opérationnelle. Ensuite, j'ai relevé plein de causes, par exemple la peur de la compétence. Je suis incompétent, on m'a promu, je ne vais pas recruter des gens compétents. Ça va encore plus accentuer mon incompétence. C'est confondre connaissance et incompétence. Ça, c'est tout le monde des concours. Moi, je passe un concours, je suis manager, mais la connaissance sur plein de sujets, ça ne veut pas dire que ce serait la compétence managériale. Et puis cette confusion entre apparence et compétence, et c'est là où les hommes entrent en jeu, où on a la capacité, grâce à de la confiance en soi, une légitimité a priori, du charisme, à
peut-être, et très souvent, pouvoir flouter une incompétence. Il faut aussi savoir que l'entreprise fabrique de l'incompétence. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la mobilité, la fameuse agilité qu'on cherche dans les entreprises. Quand vous êtes tout le temps à changer de poste, d'équipe, d'organigramme, les coûts d'entrée sont énormes et vous n'arrivez plus à être compétent. Les procédures, plus en plus de procédures. La procédure, elle est importante, les règles sont importantes, mais elle déresponsabilise complètement s'il n'y a pas de marge de manœuvre. Ce qu'on appelle la consultocratie, c'est-à-dire que je vais nier la compétence des gens en interne pour aller chercher des experts. Et là, on n'a plus de compétences. Et puis l'absence de formation. Il y a beaucoup d'entreprises, j'en rencontre encore tous les jours, qui considèrent que ça coûte trop cher de former les gens ou qui les forment sur des choses ridicules et en tout cas pas sur des soft skills ou des compétences dures mais managériales. Alors, les grands leviers systémiques qu'on retrouve dans beaucoup d'organisations, le premier c'est la dette. Quand je recrute un incompétent, je crée une dette. Il me devra quelque chose. Alors que le compétent, c'est normal qu'on me recrute, je suis bon. Et donc, on se rend compte, et vous en avez tous des exemples, qu'on va recruter des gens, l'université est un bel univers pour ça, dont on va s'assurer la loyauté pour avoir en créant la dette. Un deuxième levier systémique, c'est les systèmes. Alors ça, c'est les grandes administrations, les grandes institutions. C'est le système. On nie la capacité d'acteurs des personnes et on les fait avancer, on les promeut sur des critères qui sont complètement arbitraires, même des fois contre-compétents, ce qu'on voit par exemple dans les grands partis politiques. Et on avance comme ça, ce qui permet de ne pas... que les personnes n'aient pas de marge de manœuvre. Et puis le troisième grand levier qu'on peut voir et qui est très courant, c'est le clanisme. C'est un auteur qui s'appelle Ouchy qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est recruter des gens qui ont fait la même école que moi, qui sont mon cousin, ma cousine, qui font du sport avec moi, des gens que je connais. Et le clan, on le voit beaucoup en politique, le clan, quel est l'objectif du clan, nous dit Ouchy, c'est se perpétuer. C'est d'être dans la loyauté. Et tout à l'heure, Rebecca disait à une entreprise, c'est pas une famille, mais là, on retrouve une conception de la famille, et c'est le syndrome, par exemple, du fils du patron. Combien d'entreprises sont dirigées à un moment donné par celui qui a créé l'entreprise ou celle qui a créé l'entreprise, et en étant complètement incompétents. Mais ils sont là et ils restent. Alors, une fois qu'on a bien compris les causes, comment en sortir ? Alors, la transparence. La kakistocratie, la direction par les incompétents, déteste la transparence. On essaie, je disais, cover your ass. Donc, avoir des règles transparentes que tout le monde connaisse, particulièrement en matière de recrutement et de gestion de carrière. Évidemment, former les gens. Et former tout le monde, pas que l'élite est formée à des compétences de soft skills, des compétences managériales. Beaucoup de managers ne savent pas organiser une réunion efficace. Beaucoup de managers ne savent pas dire non. Beaucoup de managers ne savent pas gérer les conflits. C'est même pas des soft skills, ça. C'est des compétences dures managériales. Le name and shame. On a de plus en plus de possibilités de dénoncer des comportements qui sont déviants. Et puis, le recrutement de femmes. Je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais il est prouvé il y a beaucoup de travaux là-dessus, académiques et de façon internationale, que quand vous avez plus de femmes au board, plus de femmes au conseil d'administration, les performances sont meilleures. Les femmes ayant à prouver beaucoup plus leurs compétences que les hommes, statistiquement, vont être en général, à niveau de direction égale, plus compétentes que les hommes, en tout cas se soucier beaucoup plus de leurs propres compétences. Troisième scénario, je manage des incompétents. Ah ouais, j'ai une équipe, c'est des bras cassés, ils sont mauvais, etc. Alors déjà, faire ce travail d'évaluation, avoir le courage de dire les choses. Et puis là aussi, d'arbitrer entre mes sentiments, mon ressenti et la réalité du terrain. Donc faire un vrai travail de manager. Et souvent, moi je le constate dans beaucoup d'organisations, les entretiens d'évaluation, les fameux points, c'est le soir quand on a fait toute la journée de travail, parce que les managers, on leur demande beaucoup de choses. Et en général, ils font passer l'opérationnel avant leur relation de management avec leurs équipes. Donc, savoir donner du sens, savoir encourager, savoir créer de la sécurité psychologique
aider les gens à compter les uns sur les autres, c'est changer mon management. Et c'est vrai que peut-être qu'avant de dire mes collaborateurs sont tous les bras cassés, se regarder et se dire je suis peut-être un manager défaillant. Alors il y a une phrase magique quand on est manager, mais aussi quand on est parent, c'est ce truc que tu as raté, c'est pas toi. Je reviens au statut de cancre, je reviens aussi à l'éducation. Ce n'est pas parce que tu t'es planté, c'est pas parce que ton dossier n'est pas bon, c'est pas que c'est toi. Et il faut toujours dissocier la personne de ses actes. L'incompétence, ce n'est pas être incompétent à vie. C'est un moment, une adéquation en contexte. Et voilà. Donc l'incompétence peut être un atout. On est maintenant de plus en plus dans un monde avec des plus et des moins. Je ne suis absolument pas... je travaille sur le temps long et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui se passent, qui fait, si on peut revenir en arrière, s'il vous plaît, qu'on peut regarder l'incompétence autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de dire il y a l'incompétence et l'un va chasser l'autre, se dire qu'il y a toujours des zones d'incompétence dans la compétence et de compétence dans l'incompétence. C'est ce qu'on appelle l'anneau de Möbius. Alors, pourquoi? Parce que ce paradigme, il est intéressant. C'est ce qu'on va appeler la vulnérabilité. D'abord, la première chose, pour être très concrète, c'est on est toujours incompétent dans un domaine. Ça serait formidable si on était du 100% parfait. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas. Et l'idée, c'est de se dire, savoir redébuter, savoir être de nouveau incompétent. Je suis prof, combien de profs? Les élèves sont mauvais, le niveau baisse. Ben oui, ça fait 20 ans que tu enseignes la même chose, donc tu es l'expert dans ton domaine et eux, ils apprennent tout. Va apprendre le tango, va apprendre le tennis ou le patinage, tu verras que là, tu vas savoir ce que c'est que d'être incompétent et d'apprendre. On voit souvent le manque chez les autres, donc se regarder et développer cette compétence importante qui est la réflexivité, qui est une des compétences clés en soft skills. Et puis, partager, savoir montrer ces zones de vulnérabilité pour entrer dans le cercle de la confiance. Alors, c'est très intéressant parce que quand vous regardez un petit peu tout ce qui se passe actuellement, je parlais du paradigme de la vulnérabilité, on se rend compte qu'on n'est pas cancre, mais on est peut-être dans la neurodiversité, des dyslexiques, et qu'il faut d'autres chemins pour l'apprentissage. Les handicaps physiques ou mentaux peuvent être aussi une autre façon de regarder le monde, être créatif. Être aidant dans l'entreprise, qui nous rend vulnérables, peut être aussi un atout. Il y a énormément de travaux là-dessus maintenant, et c'est la condition, c'est la confiance. J'ai confiance en toi, même si tu n'es pas conforme à ce qu'on imaginait pour ce poste. On a eu plein d'exemples avec les JO et le handisport, des nouvelles techniques de glisse en natation, des nouveaux matériels qui inspirent les gens qui ne sont pas en situation de handicap. J'ai mis Einstein, j'ai mis Spielberg, ce sont des grands dyslexiques. J'ai mis un humoriste qui lui-même était handicapé physiquement. Et on se rend compte qu'il peut y avoir des chemins différents vers la performance, à condition d'être à l'écoute, à condition de faire confiance. Je terminerai par tous incompétents sauf moi. Alors là, Trump sort de ce corps. Quand on commence à dire ça, c'est que peut-être on n'est pas justement dans cette capacité du diagnostic de soi et qu'il faut, s'il vous plaît, et qu'il faut savoir se regarder. Et ce que je vous souhaite, c'est un moment d'être tous les compétents de votre incompétence. C'est un beau début pour être un bon RH ou un bon manager. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je retiens ce truc raté, ce n'est pas toi. C'est un bon type, c'est ça. C'est un bon type. Effectivement, c'est intéressant, et vous en parlez dans votre ouvrage, d'amener aussi le collaborateur, la collaboratrice à auto-évaluer ses seuils de compétences pour pouvoir avancer. C'est indispensable. On vous attend là tout de suite pour dédicacer votre ouvrage « La kakistocratie », c'est un univers que j'ai découvert, ou le pouvoir des pires, voyage au cœur de l'incompétence. Mais pour sortir par le haut et développer les compétences. Merci beaucoup. Merci. Merci. Human First. Human First. Au cœur de l'humain.